Eh bien, merci à tous d'être venus ici. Donc, il est 15h20. Aujourd'hui, nous accueillons Alexandre Grandfort qui va nous expliquer pourquoi l'open source pilote la data science. Merci à tous, merci d'être là. Je vais parler en français à tout le monde. Donc les slides sont en anglais. Donc j'ai essayé de faire une présentation qui est un peu une réflexion sur des choses que j'ai pu voir par le passé en tant que développeur open source et en tant qu'aussi enseignant à travers différentes structures. Et essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on assiste aussi à cette révolution de l'open source, à la fois dans le monde académique et dans le monde corporate. Donc je vais commencer par peut-être vous convaincre que c'est le cas. Alors, si vous êtes peut-être déjà là, si vous êtes des data scientists éprouvés, vous avez l'habitude d'utiliser essentiellement les outils open source. Ce n'est pas le cas peut-être pour tout le monde. Je vais vous donner quelques graphes. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait ces derniers jours en regardant sur Google Trends, en regardant des librairies de machine learning qu'on peut aujourd'hui trouver en open source comme PyTorch, TensorFlow ou Scikit-learn, donc sur laquelle je reviendrai, et un outil comme Statak, un outil historique qui permet de faire des stats et des modélisation de données. Et en gros, ce qu'on assiste depuis du coup quelques années à une prise de contrôle, une prise pas une contrôle ou du moins une part de plus en plus importante de ces outils-là. Y compris dans des environnements où des gens ont l'habitude de payer des licences pour des outils logiciels au prix fort. Et aujourd'hui, en fait, peut-être un point à dire suite à cette phrase-là, c'est que la raison pour laquelle ils switchent vers des outils open source, c'est pas forcément le prix. Donc forcément, c'est une partie de l'équation, mais c'est bien plus que ça. Alors pour vous parler de ça, si vous regardez aujourd'hui, si vous tapez machine learning sur GitHub, qui est un peu je dirais le standard aujourd'hui de trouver des implémentations open source d'un certain nombre de librairies de machine learning, aujourd'hui vous voyez que donc TensorFlow, qui est aujourd'hui fait par Google, Keras qui a été, je dirais, c'est une acquisition externe maintenant de Google à travers le travail de François Chollet, la communauté de Keras, qui maintenant a été intégrée à TensorFlow récemment. Et puis Scikit-learn, qui est ici le troisième de cette liste-là, et sur lesquels je vais revenir. Pour les gens qui ne me connaissent pas, Scikit-learn, c'est quelque chose que je développe depuis presque 10 ans dans le cadre de mon activité de recherche à l'INRIA. Alors c'est peut-être quelque chose que j'aurais dû dire au début. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que l'INRIA dans cette salle. L'INRIA, c'est un institut de recherche national, comme le CNRS, sauf que l'INRIA, ça fait essentiellement de l'informatique et des maths appliquées. Donc il y a un certain nombre de centres INRIA en France. Moi, je travaille à l'INRIA à Saclay. Je suis directeur de recherche. Je dirige une équipe de recherche, une dizaine de personnes, des doctorants, des postdocs, des ingénieurs, qui font de la recherche académique, des applications diverses et variées, mais pour moi, surtout en santé et en neurosciences. Voilà, donc ça c'était ma petite parenthèse, peut-être un peu trop tardivement. Et donc Scikit-learn, c'est quelque chose que je vais vous montrer qui vient un peu de ce monde-là, même beaucoup de ce monde-là. Scikit-learn, en quelques chiffres, aujourd'hui, si vous regardez ce qui s'est passé sur l'année dernière, on a à peu près 42 millions de pages vues et on estime qu'aujourd'hui, on a à peu près 600 ou 700 000 nombres d'utilisateurs uniques qui utilisent Scikit-learn au moins une fois par mois. Et ça, on le fait en regardant les stats sur Google Analytics, du nombre de visiteurs, des gens qui reviennent régulièrement pour regarder la doc. Voilà. Donc essentiellement aux US, mais énormément en France, beaucoup en Inde et en Chine, comme vous pouvez le voir. Donc ce n'est pas des chiffres qui sont normalisés par la population, mais ça vous montre l'impact global. Si on regarde d'un point de vue académique, donc c'est plus ma vie à moi quand je ne suis pas ici, aujourd'hui on a écrit un article en 2011 qui explique un peu la vision de Scikit-learn, qu'est-ce que ça permet de faire. Donc à l'époque, on était déjà un petit nombre, je crois qu'on est une douzaine sur cet article-là. Et c'est un article qui a été cité plus de 20 000 fois. Et donc ça veut dire quoi, cité 20 000 fois? Ça veut dire qu'il y a 20 000 articles qui mettent ça dans les références. Et ce qui est amusant, c'est pour nous, qui est pour moi une des plus grandes victoires, c'est que ce papier est cité par des gens qui font des sciences appliquées, que ce soit de la physique, de la chimie, de la biologie, et qui commencent à l'utiliser de façon opérationnelle pour faire de la science, qui n'est pas juste du machine learning. Donc, est-ce qu'on peut essayer de lister un certain nombre de raisons pour lesquelles aujourd'hui l'open source est en train de prendre sa revanche, ou du moins d'émerger comme standard? Et donc c'est ça que j'ai essayé un peu de structurer pour cette présentation. La première chose, c'est que on peut se dire faire de l'open source, ça permet d'innover sans demander l'autorisation. Donc ça, ces images-là, c'est le petit groupe de personnes qui ont commencé Scikit-learn en 2010. Donc ça, c'est dans des bâtiments de Saclay où
Finalement, il y en a peut-être certains visages que vous connaissez de cette communauté-là. Et voilà, donc on est venu avec des copains, de la famille pour certains. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le code qu'on avait à disposition et on en a fait une librairie qui est devenue Scikit-learn. Scikit-learn, ça a été commencé avant 2010, mais ça a commencé avec le soutien financier de l'INRIA, donc qui est cette structure de recherche publique, au sein de l'équipe pariétale dans laquelle je suis maintenant, après avoir été maître de conf à Télécom Paris pendant 5 ans. Donc encore une fois, ça vous permet d'innover sans demander l'autorisation, et je vais y revenir. Une deuxième raison, c'est que ça permet d'influencer sur tout un écosystème. Donc pour ceux qui ont déjà fait du Scikit-learn, qui a déjà fait du Scikit-learn dans cette salle? Ok, cool. Vous connaissez sans doute du coup cette API relativement stupide, mais qui est stupide pour de bonnes raisons. C'est qu'elle est simple à retenir. Vous fitez un modèle, donc vous apprenez votre modèle, vous prédisez avec, donc vous faites fit, predict, transform, vous pouvez faire des pipelines et vous permet de faire des choses relativement puissantes avec une API objet qui est volontairement limitée et frustre certains, mais qui a le mérite d'être simple à transposer, comme on va le voir ici. Donc pourquoi je vous dis que ça permet d'influencer tout un écosystème? C'est que cette notion de fit, predict, transform, vous la trouvez à d'autres endroits. Aujourd'hui, si vous regardez XGBoost qui est cette librairie pour faire du gradient boosting, ou LightGBM aussi, il y en a un certain nombre d'autres aujourd'hui. Aujourd'hui, elles fournissent aussi des API Scikit-learn, donc elles vous permettent aussi de faire des fit predict. Finalement, on peut dire que l'API de Scikit-learn, elle est en train de devenir un peu l'espéranto des modèles de machine learning. Et là, ce que vous aviez, donc ça c'est une vieille version de TensorFlow, où à l'époque il y avait SKFlow, où vous avez toujours pareil le fit, vous pouvez mélanger du Scikit-learn avec du TensorFlow, et donc tout ça parce qu'on a finalement été un des premiers à essayer de standardiser cette API-là. Donc ça c'est dans le monde du Python, mais si vous regardez même ailleurs, dans Spark par exemple, pour les gens qui ont fait du Scala dans cette salle, vous vous rendez compte que donc SparkML, qui est en mouvement permanent, mais il y a quand même cette idée-là. Donc là, ça va lire des données, ça va les splitter. Donc ça, c'est un peu notre train test splits de Scikit-learn. Et puis, vous faites un naive Bayes, et puis vous lui donnez à manger des données. Donc là, ils ont une classe dataset, mais donc en gros, c'est un feed des données. Puis même, vous avez même le transform. Okay, donc le transform, ça peut-être le truc qui vous semble un peu plus anecdotique dans l'API de Scikit-learn, mais quelque chose comme SparkML va reprendre cette API-là. Donc vraiment, c'est cette idée d'influencer sur tout un écosystème et finalement que votre façon de faire devienne la norme. Un autre aspect que je veux mettre en avant, donc la deuxième raison, c'est que ça permet de commencer là où les autres se sont arrêtés. Donc ça, si vous avez déjà vu cette slide qui est, je crois, due à Jake Vanderplas il y a quelques années, qui vous montre que l'écosystème open source Python, finalement, est assez bien structuré avec le langage à sa base, des librairies comme NumPy pour faire du calcul de tableaux, manipuler des tableaux numériques, IPython et Jupyter par-dessus, Cython, qui est ce qu'on utilise aujourd'hui dans Scikit-learn pour faire du code qui est accéléré, donc du code qui va générer du code C ou du C++, qui va être compilé pour récupérer des vitesses natives. Et puis vous avez cet écosystème, SciPy, qui va se construire par-dessus NumPy, Matplotlib pour la visu, Panda pour les data science, enfin la manipulation de data frame, SymPy pour le calcul symbolique, et puis Scikit-learn qui remplit sa brique du puzzle, qui est vraiment tout l'aspect machine learning à la fois non supervisé et supervisé. Donc voilà, donc chacun est à sa place, et puis ça permet de construire sur l'existant et de pas diluer trop ses ressources. Je pense que c'est une des forces de l'écosystème Python, si vous regardez avec d'autres écosystèmes, qu'aujourd'hui il n'y a pas 36 toolbox pour faire la même chose. Comment est-ce qu'on fait aussi pour permettre aux autres de construire par-dessus nous? Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait il y a quelques années. Donc je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui connaissent les Scikit-learn Contrib. C'est peut-être un peu moins connu. C'est des packages, finalement. On a essayé de dire aux gens, voilà un template, voilà un cookie cutter, un projet Python. Et on dit, créez votre propre Scikit-learn par-dessus. On va vous donner une façon de tester que vos modèles ils sont Scikit-learn compatibles. Et puis ça a donné les Scikit-learn Contrib. Donc vous avez des choses, par exemple, pour gérer les données catégorielles, qui s'appelle Categorical Encoding. Vous avez quelque chose qui permet de faire du clustering qui va plus vite que notre DBScan. Vous avez des choses pour faire de la gestion de données non balancées, donc imbalance learn. Et donc ça, c'est construit par-dessus. Puis on a même Scope Rules, là, qui est un peu caché, qui est fait par le groupe BPCE et qui est en gros à open sourcer une partie de ces briques qui étaient faites par la data scientist. Vous pouvez regarder, c'est contrib.scikit-learn.org, et puis vous allez voir un certain nombre de projets qui ne sont pas maintenus par nous, mais qui gravitent au-dessus de l'écosystème. Voilà. Quand on a beaucoup de monde qui développe un logiciel open source, plutôt que, donc j'entendais le terme de squad dans la présentation juste avant, donc squad c'est 10 personnes, mais quand on travaille avec des centaines de personnes comme sur Scikit-learn, ça permet d'avoir plein de gens qui regardent le même code.
Donc, développer des outils open source, ça nécessite, je dirais, une certaine force de caractère. Ça veut dire qu'il faut laisser les autres regarder les horreurs qu'on peut écrire. Moi, je dis souvent qu'il ne faut pas être timide. Le nombre de bugs qui ont été fixés par la communauté, de mes bugs qui ont été fixés, est assez colossal. Après, voilà, peut-être que je l'accepte et je suis tellement content que les gens fixent mes bugs que mon ego n'en est pas trop blessé. Donc aujourd'hui, si vous regardez ce qui s'est passé depuis le début de Scikit-learn, on a à peu près 1700 personnes. Alors ça compte, hein, ça compte pas vraiment les duplications d'emails dans les commits, mais on va dire un bon millier de personnes qui ont contribué à Scikit-learn depuis le début et qui regardent le code. Et donc ça, si vous regardez sur la page des Jishu, donc ça c'est quelque chose que j'ai pris dans le week-end. Vous pouvez regarder exactement ce qui se passe et vous voyez le nombre de personnes finalement différentes qui vont déposer des issues et qui vont les fixer. Ça nécessite finalement d'avoir beaucoup de personnes et ça permet plus on a Dieu qui regarde sur du code, moins il y a de bugs. Okay, donc peut-être quelque chose qui est anecdotique ou peut-être pas, c'est que les outils open source, ils ont des bugs comme tous les codes, mais peut-être qu'il y a tellement de monde qui les regarde qu'il y a peut-être moins de chances qu'ils aient des bugs. Et en tout cas, s'il y a des bugs, ils vont être fixés très très vite. Voilà. Aujourd'hui, un bug critique dans Scikit-learn, c'est fixé en 24 ou 48 heures. Okay, donc vous n'avez pas besoin d'attendre 6 mois, 3 ou 4 mois ou plus pour récupérer une nouvelle version. Et donc une petite anecdote, si aujourd'hui on devait refinancer le développement de Scikit-learn from scratch, on dirait que c'est 41 années d'ingénieur, avec un ingénieur qui sait ce qu'il doit faire. Voilà. Et donc c'est 160 000 lignes de code, donc 160 000 de code, il y a essentiellement du Python. Bien, une des raisons suivantes, c'est finalement quand on utilise un code que tout le monde utilise, c'est qu'il y a plein de gens qui font les mêmes bêtises, et puis ces bêtises, elles sont documentées. Donc aujourd'hui, vous êtes tous allés sur Stack Overflow pour casser des réponses. Les réponses, elles ne sont pas toujours bonnes, mais au moins, en gros, vous pouvez regarder les réponses qui sont upvotées, et donc vous êtes capable de voir les problèmes que d'autres gens ont eu d'avoir vos réponses simplement, sans aller consulter un support technique dont vous avez payé ce que vous avez eu avec votre licence. Stack Overflow et la communauté et la foule, finalement, va faire ça pour vous. Un autre aspect, c'est que ça permet d'embaucher les bonnes personnes. Aujourd'hui, quand nous, dans l'équipe, on embauche des ingénieurs pour faire du Python, on leur dit « Est-ce que vous avez travaillé sur des softs open source ?» Et on leur dit « C'est un peu la meilleure école pour trouver du boulot qui vous plaît. » Moi, quelque chose que je dis à mes étudiants de master, faites un peu d'open source, déjà vous apprendrez plein de choses. La meilleure façon d'apprendre à coder, c'est de coder avec des gens qui codent mieux que vous. Et si vous avez ça sur votre CV va sortir du lot. Okay. Aujourd'hui, tous les ingénieurs que je recrute sont des gens qui ont déjà une expérience open source. Des gens qui n'ont pas de profil GitHub sur leur CV, je ne les regarde même pas. Okay. C'est ma façon de voir si les gens sont techniquement habiles, et ça m'évite de faire passer des heures d'entretien. Et donc là, aujourd'hui, si vous allez j'allais sur Monster ce week-end, et en préparant ces slides, et si vous tapez Scikit-learn sur Monster, vous vous rendez compte qu'il y a plein de gens qui vous demandent d'avoir une expertise dans Scikit-learn pour accéder à ce poste-là. Donc c'est une façon de recruter, de bien recruter, et de sélectionner les gens upfront. Un autre aspect, c'est que ça permet d'empêcher, donc là je vais sortir un peu de Scikit-learn, le fait de faire de l'open source, ça permet d'empêcher aux autres finalement de faire la même chose. Donc il y a quelques années, maintenant en 2014, Google Open Source Kubernetes, donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est un système d'orchestration de conteneurs. Il y en a d'autres comme Docker Swarm, mais aujourd'hui vous avez des gens qui vous disent, ok, si les gens me demandent ça, je leur dis d'utiliser Kubernetes. C'est fait par Google, c'est maintenu, c'est utilisé par plein de monde. Et finalement, en open sourçant cette technologie-là, finalement, Google récupère des patchs et des contributions de la communauté, recrute les bonnes personnes et empêche n'importe quelle entreprise de faire la même chose. Alors, il y en a qui peuvent essayer, mais à partir du moment où il y a un outil gratuit qui fait le truc très bien, c'est compliqué d'exister. Un autre aspect, c'est que ça permet de garder un contrôle sur ses ressources. Vous avez de plus en plus de boîtes qui deviennent digitales, qui construisent des stacks internes et de la valorisation qui est basée sur des softs. Si c'est ça, vous n'êtes pas en contrôle, vous vous mettez en danger. Donc c'est pour ça qu'un an après TensorFlow, Facebook vous sort PyTorch. Et aujourd'hui, vous disent Facebook, ils sont full PyTorch, alors qu'à l'époque, ils avaient du TensorFlow partout. Maintenant, ils ne font plus que du PyTorch en interne. Et donc ça leur permet de rester en contrôle. Ils gèrent aujourd'hui le développement de PyTorch, même si c'est fait de façon très communautaire, d'ailleurs beaucoup plus communautaire que TensorFlow en vrai. Et ils gardent complètement le contrôle de ce qu'ils font. Pourquoi est-ce que l'open source, pour moi, est aussi quelque chose qui plaît, du moins ça plaît à certaines personnes, c'est que c'est un mécanisme qui est fondamentalement méritocratique.
Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous regardez aujourd'hui les gens qui sont mainteneurs, qui sont release managers de scikit-learn, c'est des gens qui en ont fait le plus et qui sont considérés comme les plus forts de la communauté. Okay, donc les gens qui aujourd'hui ont la décision sont des gens qui ont prouvé à la communauté qu'ils étaient les bonnes personnes pour faire ce job-là. Et tout ça, c'est public et je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement sain dans une dynamique communautaire. Il y a un autre point qui est relié aussi à cette notion de méritocratie, qui est la notion de transparence. Aujourd'hui, si vous faites une contribution sur scikit-learn, vous allez dire peut-être je vais travailler pour l'INRIA. La réponse est non. Déjà, il y a beaucoup plus de gens que l'INRIA qui travaillent sur scikit-learn. Et puis même si vous faites un patch sur scikit-learn, vous aurez votre nom sur la page web. On dira ce que vous avez fait. Et aujourd'hui, si vous regardez sur cette page, donc cette page qui s'appelle What's New, donc la release history, vous pouvez regarder qui a fait quoi à quel moment. Vous avez le lien vers l'APR, vous pouvez aller regarder le diff, vous pouvez aller regarder quelle est la contribution. Et aujourd'hui, quelqu'un qui a contribué à du code open source, je peux savoir ce qu'il a fait. Et puis surtout, il peut le mettre sur son CV en disant j'ai contribué à scikit-learn. Et d'ailleurs, c'est pas caché, c'est là-dessus. Des gens qui candidatent chez moi qui me disent j'ai fait des projets de Python, mais je peux rien ouvrir, je peux rien montrer. Pour moi, c'est plus dur d'évaluer ce qu'ils ont fait. Et en tout cas, ils n'ont pas été adoubés par une communauté qui a une légitimité. Voilà, donc j'en arrive à ma liste. Donc ça, c'est ma petite blague de geek. Cette petite blague, elle se transitionne avec quelque chose qui est peut-être un petit peu moins rose que je viens de vous dire. Aujourd'hui, quand vous regardez la communauté du monde open source, donc là, j'ai pris 3 projets que vous devriez connaître si vous faites du Python. Donc vous avez à gauche Matplotlib, NumPy et Panda. Et si on vous demande aujourd'hui combien de personnes investissent de leur temps quasi quotidiennement pour maintenir ces projets-là, vous arrivez à 4 sur Panda, 6 sur NumPy et 5 sur Matplotlib. Quand vous voyez la quantité de code qui est construit au-dessus de ces choses-là, vous dites que ça dépend d'une quinzaine de personnes, c'est assez fou. Okay, quand vous voyez qu'aujourd'hui, TensorFlow, c'est plus d'une centaine d'ingénieurs full-time, okay, là, vous avez tout un écosystème qui est construit de telle façon à ça scale de façon communautaire. Donc les choses, ce n'est pas eux qui font tout, mais aujourd'hui qui tiennent les rênes de ces projets-là, qui en évaluent et qui en garantissent l'intégrité et qui en ont la mémoire, c'est vraiment très peu de personnes. Donc comment est-ce qu'on fait pour défragiliser cet écosystème? C'est qu'on essaie de créer des structures qui permettent de financer ça. Donc c'est quelque chose qu'on a essayé de faire avec scikit-learn. Et un des arguments qu'on a lorsqu'on va chercher de l'argent pour scikit-learn, c'est de dire la chose suivante, c'est quand on fait de l'open source, on est en train de construire les routes. Okay, quand vous avez une startup qui fait de la data, elle va faire du scikit-learn, finalement ça contribue tout un écosystème. Et finalement, quand vous construisez des routes devant chez vous, si vous le faites un petit peu en synergie avec vos voisins, finalement vous créez tout un écosystème, toute une infrastructure. Et ça, c'est que si fait, ça marche. Okay, donc chacun fait son petit bout de route et au final, le truc fonctionne. Et donc ça, c'est bien beau. Toujours est-il que pour construire des routes, il faut un peu d'argent. Et tout cet open source-là, ça ne se fait pas de façon gratuite. Aujourd'hui, je vous disais, en 2010, l'INRIA a commencé à payer des ingénieurs full-time pour développer ça. Je pense qu'INRIA a dû dépenser plus d'1 million d'euros d'argent public pour développer scikit-learn. C'est beaucoup moins que 41 années de développement. Donc finalement, c'est un assez bon retour sur investissement. Mais il y a quand même eu de l'argent et de vos impôts qui ont servi à financer ça. Donc, il y a 1 an maintenant, on a créé quelque chose qui s'appelle la Fondation Scikit-learn, qui est quelque chose c'est le consortium Scikit-learn, qui est hébergé par la Fondation INRIA, qui est une fondation qui permet de récupérer des dons. Donc aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'entreprises qui sont listées en bas, donc Microsoft, le BCG, BNP Paribas Cardiff, AXA, Intel, Nvidia, récemment Fujitsu qui vient de rejoindre le consortium, et Dataiku, qui utilisent ces technos-là en interne, qui les valorisent et qui se disent, en gros, on a besoin de pérenniser cet écosystème-là. Et ils financent, sous forme de mécénat, aujourd'hui 4, bientôt 5 personnes qui travaillent à INRIA pour développer et maintenir scikit-learn et tout son écosystème. Aujourd'hui, on a des gens dans l'équipe de scikit-learn qui vont fixer des banques de NumPy, qui des fois fixent des bugs dans ces Python. Okay, donc, ils contribuent à tout l'écosystème et c'est important qu'aujourd'hui, on finance cet écosystème-là parce que tout le monde en bénéficie. Voilà. Dire que les autres vont le payer parce que de toute façon, en gros, vu que c'est gratuit, il y en a bien qui vont le financer. Ce truc-là ne marche pas très bien et ça ne passe pas trop bien à l'échelle. Voilà, donc c'est un peu tout ce que je voulais vous dire. Je voulais aussi vous dire que scikit-learn, c'est une grande famille de personnes. Il n'y a pas juste l'INRIA qui est impliqué là-dedans. Il y a des gens qui nous soutiennent financièrement par ailleurs. Donc ça, c'était sur le toit de Criteo il y a quelques années pour un sprint. Vous avez des gens qui étaient venus un peu de partout dans le monde.
d'Australie, des US. Aujourd'hui, il y a Columbia qui investit beaucoup de temps de personnes à travers des financements américains de la NSF ou aussi des donations US. Et voilà, donc ça va plus loin que le consortium français Scikit-Learn. Et puis, on a aussi plein de structures, donc des boîtes comme Travis ou Azure Pipeline, maintenant, qui est la partie CI qui est sur GitHub de Microsoft, voilà, qui aujourd'hui nous donne du temps CPU et qui te permettent de garantir que nos codes fonctionnent sur les diverses versions de Python et les différents OS. Et tout ça, c'est rendu possible par ce soutien, on va dire, gracieux d'un certain nombre d'entreprises qui sont listées ici. Voilà, je vous remercie. Alors, on a un peu de temps pour des questions, s'il y en a qui veulent poser des questions à Alexandre. Oui. Déjà, merci beaucoup pour la présentation. Moi, ce que je me demandais, en fait, c'est très nouveau, en fait, cette notion d'open source, la volonté de mettre à disposition de tout le monde un travail qui est fait personnellement ou en équipe. Je trouve que ça va bien au-delà de juste de la tech. Je trouve que c'est un peu un changement de la valorisation de notre économie. Je voulais comprendre en fait quelles étaient les motivations au début quand vous avez lancé Scikit-Learn avec votre équipe. Est-ce que c'était juste pour vous faire plaisir et puis pour vous dire que vous allez ouvrir une route, ou s'il y avait des enjeux bien plus grands? Non, c'est une très bonne question. Donc, nous, on travaille sur des problèmes applicatifs, donc typiquement des problèmes de neurosciences. Et donc, c'était à une époque où les gens voulaient faire beaucoup d'apprentissage supervisé. Donc, je caricature en disant les gens voulaient prédire les pensées des gens à partir de l'IRM. Donc, comment on fait des algos qui sont capables de prédire ce que la personne était en train de voir ou en train de faire? Donc, on était en train de faire des SVM, des logistiques ou je ne sais quoi. Et on s'est dit, c'est quand même un peu stupide qu'une équipe à notre échelle fasse un outil interne pour faire des choses comme ça. C'est quelque chose qui peut bénéficier à plein de monde. Et d'ailleurs, autour de nous, on avait plein de gens qui avaient forqué libSVM, des bindings MATLAB, Python plus ou moins bien faits. Et on s'est dit, plutôt que d'avoir tous ces gens qui font leurs petits trucs un peu salement dans leur coin, on va les mettre autour d'une salle et on va leur dire, autour d'une table, et on va dire, faites-le ensemble. C'est plus logique. Et c'est quelque chose qui nécessite un peu de force de caractère et de conviction d'arriver à convaincre les gens d'arrêter de faire leur truc pour le faire en commun. Mais aujourd'hui, on a un certain nombre de success stories qui, je pense, arrivent de plus en plus à convaincre que le fait de se ralentir, ce que je dis souvent, c'est qu'en gros, alone you go fast and together you go far. Okay, donc seul on va vite, mais quand on est en plusieurs, on va plus loin. Et donc ça nécessite de ralentir un peu le rythme parce qu'il faut que tout le monde suive, il faut aussi comprendre les visions de chacun. Mais au final, ça permet de faire des codes qui marchent mieux. Aujourd'hui, quand on a décidé d'appeler la fonction transform, je pense qu'on a passé un peu trop de temps à discuter. Si c'était apply ou je ne sais quoi, je ne me rappelle même plus. N'empêche qu'aujourd'hui, on est trouvé sur quelque chose qui est peut-être devenu un consensus. Voilà, encore une fois, quand on fait les choses à plusieurs, ça ralentit, mais ça permet de faire des choses sur lesquelles il y a peut-être plus d'adhérence à large échelle. Alors, j'ai une question, c'est quand on a un projet et qu'on veut le mettre en open source, justement, pour que tout le monde puisse en profiter, Ouais. est-ce qu'il y a des conseils sur, par exemple, est-ce qu'il y a une guideline à le mettre avant de le mettre en open source pour être sûr que ça ne part pas dans tous les sens? Alors, ma réponse, c'est qu'il faut le mettre le plus tôt possible. Le plus tôt possible, Ouais. même quand c'est même pas encore prêt à être utilisé. En gros, le code, il sera jamais prêt, il sera jamais fini. Et j'ai trop de personnes qui me disent non, mais attends, j'ai encore un truc à finir, c'est pas encore parfait, et 5 ans plus tard, on y est toujours. Parce qu'en vrai, c'est jamais fini, il y a toujours un truc en plus. Et en gros, quand on a mis Scikit-Learn en ligne, il y avait plein de trucs qui étaient cassés, il y avait plein de trucs qui n'étaient pas là. Par contre, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une doc, il y avait une façon de contribuer, il y avait des guidelines pour contribuer, il y avait de l'intégration continue. Donc on a créé tout l'écosystème pour que des gens puissent nous aider. Et finalement, on a passé beaucoup plus d'énergie à venir, comme ici, à parler aux gens pour les convaincre de travailler avec nous, plutôt que de faire le travail. Enfin, si, on a fait du travail, mais on a surtout convaincu plein de gens de le faire avec nous comme nous on le voulait, de façon à ce que ça aille dans la direction qui nous intéressait. Donc si vous avez de l'open source, releasez le plus tôt possible. Et l'avantage aussi de faire des releases qui sont très tôt, c'est que vous avez beaucoup de gens qui connaissent le code très tôt. Aujourd'hui, quand vous regardez, si vous voulez rentrer dans le code de Scikit-Learn, c'est un peu dur, ça fait beaucoup de lignes. Quand vous rentrez dans le code de Scikit-Learn en 2011, il y avait quoi, 5000 lignes de code, ça allait plus vite, on pouvait faire des trucs beaucoup plus rapidement. Donc les gens qui connaissent le code très tôt, c'est souvent des gens qui vont aussi rester des contributeurs dans la durée, qui s'attachent au projet parce qu'ils l'ont vu grandir, c'est un peu comme des enfants. Hein. Et donc faites-le tôt.
Bonjour, je suis très intéressé par votre présentation et apparemment vous privilégiez plutôt la machine qui va traiter beaucoup de données pour fournir très peu d'hypothèses. Le cerveau humain, il est plutôt le contraire, c'est-à-dire qu'il va émettre beaucoup d'hypothèses et à partir de peu de données. Je ne sais pas trop si je ne suis pas un développeur, donc je suis plutôt un utilisateur de ces outils. Je me demande s'il ne faut pas faire un mix entre les deux, laisser la machine entière responsabilité d'émettre les hypothèses à notre place. Alors, vaste question qui dépasse un peu le cadre de cette présentation, mais alors nous, on utilise beaucoup de machine learning pour automatiser des tâches aujourd'hui de traitement de données, et de faire à quelque chose que peut-être je dis souvent, je vais répondre un peu à côté, hein, mais il y a quelque chose que l'humain est très bon pour le faire, c'est de regarder s'il y a des chats ou des chiens sur des images. Donc c'est très sympa d'avoir des machines qui savent faire ça. Nous, on utilise plutôt pour faire à des machines des choses que l'humain est très mauvais pour le faire. Donc regarder des IRM, en gros, si vous regardez des IRM avec un œil, avec vos deux yeux, en gros, c'est comme si vous regardiez une vieille télé que vous avez débranché la prise. En gros, vous ne voyez rien. Donc par contre, on est capable de faire à des machines ce que l'humain n'est pas capable de faire. De fournir aux humains des données fiables pour qu'ils nous fassent des hypothèses après. En gros, ce va être encore une fois de réponse un peu à côté, mais nous, on essaie de trouver des problèmes pour faire à la machine ce que l'humain n'est pas spécialement capable de faire. Ou du moins, si certaines choses l'humain est capable de le faire, il le ferait très lentement. Voilà. Et après, ça dépend des cas d'application et des choses qui fait que nous, ce qu'on fait, c'est aussi de la recherche. C'est qu'on lance plein de projets de machine learning sur des données de neurosciences. On ne sait pas vraiment si c'est faisable. On ne sait pas vraiment si c'est faisable de prédire l'autisme à partir de l'IRM. Donc il y a une part de on ne sait pas et de découverte qui aujourd'hui nous motive. Voilà. Merci beaucoup Alexandre.